Alors bonsoir Sa Majesté, c'est un réel plaisir pour nous de vous avoir sur Baobab Media Africa pour notre programme intitulé Au cœur de notre destinée. Alors vous êtes connu en Afrique en général et au Cameroun en particulier pour votre casquette culturelle. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que vous en abordez deux casquettes. La première casquette, c'est cette casquette artistique qui vous a dévoilé, si je peux le dire, une chanson qui jusqu'à aujourd'hui fait toujours la fierté du Cameroun intitulée Alandi, qui Nalandi. Nalandi, qui veut dire partir, sorti en 1975. Et la deuxième casquette que pas mal de personnes, en fait, du moins, ignorent, c'est votre casquette de chef traditionnel. Alors, comment est-ce que vous réussissez à concilier ces deux casquettes? Il n'y a pas une difficulté à concilier la chefferie et mon métier. Vous savez, je suis devenu musicien par la force des choses. Quand j'étais à l'école technique pour être ingénieur de travaux de bâtiment. Et la musique était plus forte parce que la musique m'a permis de vivre facilement. J'ai développé la musique. Quand je suis rentré de mes voyages à l'étranger, je suis rentré au pays, je trouvais que la place de la chefferie était vacante. C'était mon grand-père qui était chef. Bon, il fallait le succéder, alors on m'a choisi moi. Et comme ça, je suis devenu chef. Mais il n'y a aucune incompatibilité entre les deux. Chef traditionnel, c'est garant de la culture. La musique, c'est la culture. Bon, je me plais à être musicien, un bon musicien et un bon chef traditionnel. D'accord, vous vous plaisez à être un bon musicien et un bon chef traditionnel. Vu que vous êtes chef traditionnel du peuple Batanga, plus précisément du côté de la Lobé, avec vous, nous allons explorer l'origine du peuple Batanga. Mais les Batangas, c'est comme tous les peuples qui vivent aujourd'hui à la côte. C'est des peuples qui ont vécu dans la vallée du Nil depuis le 6e siècle, il y a très longtemps. C'était des peuples des pêcheurs, ils vivaient le long des fleuves, le long des lacs, le long des rivières, tout ça. Puis ils ont commencé à se déplacer. D'abord, ils ont eu le phénomène de l'islam, où on attrapait les gens de couleur noire pour en faire des esclaves. Alors ils ont fui, ils sont venus vers les zones forestières. De la vallée du Nil, vous savez, le Nil, c'est pas de l'Égypte jusqu'à le Nil bleu qui est en Ouganda, au Soudan du Sud. Et ils se sont retrouvés là, par la force des choses, ils se déplaçaient par famille, par groupe. Et puis d'autres ont continué jusqu'à atteindre la côte de l'océan Atlantique. Ce sont ces peuples qui sont devenus aujourd'hui, avec les rencontres avec d'autres peuples, qui sont devenus aujourd'hui ce qu'on appelle les Sawa, les Ndoé. Chez les Douala, on dit Sawa. C'est des peuples qui vivent au bord de l'eau. Chez les Batanga, il y a ça jusqu'au Gabon, jusqu'au Congo, c'est les Ndoé. Bon, nous, on appelle les Douala aussi Ndoé. C'est-à-dire que c'est les peuples qui ont toujours vécu au bord de l'eau, par la pêche. Ils ont des traditions qui sont liées à l'eau. Et ils se sont installés depuis plusieurs siècles et ils sont occupés toute la côte jusqu'à la péninsule de Bakassi. Donc, quand vous arrivez au sud-ouest, vous les voyez jusqu'à Kumba, à Manfé, et d'autres qui sont par ici, en allant vers le sud, qui sont en Guinée équatoriale, au Gabon, au Congo. C'est un même peuple qui est. Certains disent, les Douala disent Sawa, d'autres disent Ndoé. C'est un peuple qui a toujours, ils ont les mêmes ancêtres. Ils ont les mêmes ancêtres, c'est un même peuple, mais est-ce que leur position géographique participe à la diversité culturelle ou alors les cultures et les traditions sont les mêmes? D'une part, il y a des similitudes dans les traditions. Ils ont des similitudes, on les voit dans le chant, dans les danses, dans la cuisine et dans les rites. C'est le même peuple qui n'a pas changé. J'étais dernièrement en Ouganda, j'ai retrouvé les mêmes personnes qui faisaient la même chose. Ils parlent une langue, quand ils parlent,
j'ai l'impression que je veux comprendre, parce que c'est les mêmes mots. Quand ils disent nyama, nyama, et en Douala, la viande, chez nous les Batanga, au Congo, partout on dit nyama, la viande. Et l'histoire collective veut dire que ce sont des peuples qui ont vécu longtemps ensemble, ils se sont éparpillés un peu partout. L'Afrique centrale, une partie de l'Afrique du Sud, et c'est ce peuple qu'on appelle Bantou. Alors, c'est ce peuple qu'on appelle Bantou. Il faut le dire, nous sommes en mai et le mois de mai est très important pour le peuple Batanga. Pourquoi est-ce que vous accordez autant d'importance à ce mois et surtout à cette date du 9 mai? Ben, ça, c'est une date qui correspond à un événement historique. Pendant la Première Guerre mondiale, il y avait les Allemands qui étaient ici à terre et les alliés, les Anglais, les Français, les Américains étaient au large. Alors ils se bombardaient, comme ils se battaient en Europe, ils se battaient aussi ici, ils se bombardaient, ils envoyaient des bombes entre les Allemands qui étaient à terre, les missionnaires allemands, les Palestiniens, les commerçants, les explorateurs. Et il y a eu beaucoup de morts, c'est-à-dire que les bombes tombaient de partout. Alors la Société des Nations, qui est devenue aujourd'hui l'ONU, a cherché à protéger la population civile en envoyant des bateaux pour les déporter vers le sud-ouest, c'est-à-dire qu'à Limbe, partout là-bas. Là-bas, il n'y avait pas la guerre. La guerre était beaucoup plus par ici. On est parti à le peuple Batanga, pas tous, hein. Il y a une partie ici, il y a certains villages qui ont subi ces bombardements-là. Maintenant, à la fin, après 2 années, quand la guerre est finie, la Société des Nations est venue chercher la population. Elle dit, bon, vous pouvez rentrer chez vous, la guerre est finie. Alors, c'est ce retour-là qui est commémoré. Il y a le 14 février, qui est une partie de Batanga qui parle une langue un peu différente, qu'on appelle les Bapuku, qui est l'équivalent de Bakota, et les Bano, qui est l'équivalent de Bangala, qui sont les Douala. Ils sont rentrés le 9 mai, d'autres sont rentrés le 14 février. Alors, ce qui fait que tous les 9 mai, tous les 14 février, les Batanga fêtent cet événement. La joie de se retrouver, la joie de retrouver son terroir, la joie de retrouver son village, son terre natale. Alors, avec vous, comme je l'ai dit, on va aborder le mystère de l'eau et l'origine. J'ai une question qui taraude mon esprit. Quel est le rôle de l'eau dans la croyance et les pratiques traditionnelles du peuple Batanga? Batanga a toujours vécu au bord de l'eau. Quand vous allez vers les régions des hauts plateaux, des grands lacs, c'est le peuple qui vit le plus autour des lacs, autour des fleuves. Ils ont toujours immigré tout en côtoyant les rivières, les fleuves. Et ils sont arrivés sur la mer et ils ont trouvé une nouvelle forme de pratique et de vie. Et sachez que ce phénomène qu'il y a sur la dynamique de l'eau, ce n'est pas seulement chez les Batanga. Vous pouvez aller tout le long de la côte de l'Ouest africain, du Sénégal, passant par la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Bénin, le Togo, le Nigeria, le Cameroun, vous allez jusqu'en Afrique du Sud. C'est un phénomène que l'on a appelé ailleurs le vaudou. Les Batanga subissent ce phénomène. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de l'eau. Personne ne peut vous dire comment ça se fait. Il y a des gens qui subissent le phénomène de l'eau. Moi-même, je le subis. C'est un phénomène qui est naturel. Quand les missionnaires sont arrivés, ils ont trouvé que les Batanga avaient ce phénomène où ils sont possédés par l'esprit de l'eau. Ils ont voulu leur dire, écoutez, c'est pas bon. Pardon.
oublier ces croyances, là, ce diable. Mais ils ont oublié qu'eux-mêmes, ils connaissent ça. Mais ça existe. Quand vous allez au Bénin, au Togo, au Gabon, au Côte d'Ivoire, et c'est la même chose. Quand on a emmené les esclaves dans les Amériques, vous arrivez au Brésil, vous allez trouver le culte du vaudou, les pratiques mystiques de l'esprit de l'eau. Donc, en d'autres termes, vous êtes en train de nous dire que l'esprit de l'eau ou alors les pratiques liées à l'eau ont un certain rapprochement avec le vaudou. Et c'est ça qu'on appelle vaudou. Ailleurs, ils ont donné un nom, vaudou, mais nous ici, on dit le djengu. Là-bas, ailleurs, on dit, au Gabon, ils ont un autre nom. Chaque village, selon les endroits où vous trouvez, vous allez trouver un nouveau nom. Mais c'est des phénomènes que nous subissons. Personne ne peut vous expliquer comment ça se passe. Quand vous êtes possédé par le phénomène djengu, phénomène vaudou, vous tombez en transe, vous avez des manifestations mystiques que vous subissez. Personne ne peut vous dire que oh, c'est pas ceci. Certains vont vous dire que oh, c'est du charlatanisme, d'autres vont vous raconter les colères. On subit, on ne peut pas vous expliquer ce que c'est. D'accord. Mais vu que vous parlez d'un phénomène de transe, récemment, à l'opéra, là-bas, on a assisté à une danse traditionnelle qui nous a plongé dans un noir total. Et il y avait des personnes qui tombaient en transe. Et je pense que cette danse s'appelle Ivenga. Oui, Est-ce que la vous danse pouvez... Ivanga, c'est une danse justement qui est une danse qui invoque l'esprit de l'eau. Cette danse, quand on la pratique, c'est la nuit. Il faut éviter de faire en sorte que les jeunes filles soient exposées parce que souvent, ils finissent par attraper le djengo. Le djengo, c'est un phénomène qui existe. Quand une fille est déjà possédée par ça, vous allez voir qu'elle va garder ça toute sa vie. Il y a les grandes mères qui sont possédées. Moi, j'ai vu des phénomènes terribles dans les deuils où les mamans tombaient en transe et parlaient avec une voix rocailleuse, caverneuse. Je ne peux pas vous parler, on ne peut pas vous expliquer comment ça se passe, mais c'est là, ça existe. On est possédé, on subit le phénomène. Cette possession est-elle négative ou alors le peuple batanga considère cette possession comme un signe? On n'a pas choisi. Hein. Ça vient, ça vous possède. Ça peut être bénéfique parce que moi, je me souviens, il paraît que mon grand-père, quand il était à des moments, il allait dans l'eau, il restait dans l'eau pendant plusieurs semaines. Et quand il sortait, il allait demander aux gens d'aller transporter les paniers de poissons fumés. Comment il allait fumer le poisson dans l'eau? Quand les femmes qui ont ça, quand elles vont pêcher, elles ramènent toujours plein de poissons. C'est quelque chose qui existe, mais on ne peut pas vous expliquer pourquoi et comment ça se passe. Alors, quels sont les symboles associés à l'eau dans la culture batanga? Les symboles. Il y a des plantes, des racines, des fruits qu'on utilise pour exorciser les phénomènes néfastes de l'eau. Il y a les prêtresses, les dames qui connaissent le phénomène. Quand une jeune fille bien, une femme tombe en transe, ils amènent un fruit qui marche et puis ils pulvérisent sur le corps de la femme et puis elle se calme. Ce n'est pas tout le monde qui connaît. Non, c'est que quand il y a ça, bon, certains diront que c'est comme une allergie ou une maladie. Quand ça vous attrape, on va prendre les feuilles de ceci, on vous frotte, ça guérit. C'est comme ça, c'est inexplicable. Moi, ou n'importe qui ne peut pas vous expliquer qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, comment ça doit être, comment ça fait que ce phénomène existe.
Alors, comment la relation entre l'eau et la spiritualité influence-t-elle la vie quotidienne et les croyances du peuple Batanga? Il n'y a pas une explication rationnelle. Il n'y a pas une explication rationnelle. C'est un phénomène que les Batangas subissent, un phénomène naturel, et par rapport au peuple, aux autorités mystiques, par rapport aux autres peuples. Donc ça, c'est quelque chose qui est inné chez les gens de la côte qui vivent au bord de la mer. Ce n'est pas tous les Batangas, il y a certains. Il y a des gens qui sont exempts de ce phénomène-là, mais d'autres sont possédés à fond. C'est pas seulement ici. J'étais au Sénégal, j'ai vécu longtemps au Sénégal. Il y a un peuple qu'on appelle les Bous, et c'est le peuple qui vit comme les Batangas au bord de l'eau, pêche comme nous, ils vivent comme nous, ils ont les mêmes danses que nous. Ils ont ce phénomène, ils tombent en transe. Vous allez au Bénin, vous allez trouver ça, vous allez au Togo, vous allez au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Gabon, ça existe. Mais personne ne passe se lever un matin et vous dire que c'est comme ça. C'est ça qui se passe. Personne. Alors, quand je dis Mami Wata, vous pensez à quoi? C'est ça qu'on appelle, tous les noms qu'on donne, c'est Mami Wata. Mais Mami Wata, d'après les profanes, Mami Wata, c'est une femme qui a beaucoup de cheveux, une queue de poisson. C'est l'image que les profanes donnent. Mami Wata, c'est la sirène, c'est le Djengu, c'est la fée, la femme de l'eau, Mami Wata, femme de l'eau. Mais ça, ce n'est pas quelque chose que l'on ne peut pas parler de ça par rapport à la réalité. La réalité, c'est autre. Ce sont les inventions des autres personnes qui ne connaissent pas. Les Grecs disaient qu'il y avait des sirènes qui envoûtaient les marins. Quand on s'approchait d'eux, on voyait les femmes avec les longs cheveux, juste assis sur les pierres avec la queue, un poisson, les longs cheveux. Ça, c'était une image que les Grecs, la mythologie grecque donnait. Mais nous, on sait que c'était peut-être parce qu'on voyait les lamentins qui ont l'impression qu'ils vivent dans cette forme. Et les voyaient sur les rochers, ils disaient, ah, ce sont des sirènes. Et là, ce sont les images que les gens voyaient, mais on ne vous dira jamais qu'on a vu la Nuata, on a vu les sirènes. Non. Même pas vous. Et je vous dis que personne n'a vu, moi, je n'ai pas vu, je ne peux pas voir. Si quelqu'un vous dit qu'il a vu, c'est que il faut être sûr que c'est la vérité, parce que c'est des esprits. On ne peut pas voir une sirène, c'est un esprit qui est dans l'eau. Comme vous voyez dans la nature, vous savez que nous sommes entourés des esprits, la création du monde, la création de l'humanité, il y a des esprits qui nous habitent, il y a des esprits qui sont autour de nous. La religion est venue la religion chrétienne, est venue nous altérer nos esprits, nos croyances en nous faisant croire que il n'y a que le Dieu qui nous a amenés, qui est le vrai, le reste ne vaut rien. Alors, il faut aller voir comment ils sont là-bas. Excepté la danse Ivanga. Ivanga, autant pour moi, qu'on a évoqué tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres rituels pratiqués par les Batangas? Oui, beaucoup de rituels. Ivanga, c'est une danse qu'on dit la danse de il y a un cuyo, danse d'éléphant. Il y a des danses d'initiation. Dernièrement, à Limbe, il y a les Bakoyons, les danses par rapport à la forêt, par rapport à l'éléphant, par rapport à... Il y a beaucoup de rituels, mais chaque famille ou chaque village essaie de développer sa façon d'être, de croire, la façon de faire. La vie de l'homme au bord de l'eau
et diversifié par rapport à la façon d'appréhender les choses. Par rapport à appréhender les choses, c'est différent d'un village à un autre, ou d'une famille à une autre, ou même d'une région à une autre. Mais tout est dit que tout ça se retrouve dans, dans la même pratique, dans la même croyance. Nous avons vu une forte implication de la jeunesse lors du début du festival May. Et Mais, c'est Maï, c'est ça? maïs, c'est en anglais. D'accord, Maï. On a vu une forte présence, participation des jeunes. Comment est-ce que vous faites pour faire ramener les jeunes, autant pour moi, ramener les jeunes à la pratique et à l'acceptation de la culture? Mais les jeunes eux-mêmes, ils se découvrent. Ils découvrent qu'à un moment donné, les jeunes ne s'impliquaient plus. Comme ils voient maintenant les autres faire, ils sont obligés de s'investir et de le faire, de pratiquer. Moi, je ne peux plus appeler les jeunes, venez, je vais vous apprendre quelque chose. Il ne faut pas que ça se passe ailleurs. Oui, par exemple, actuellement, le phénomène de la musique mbolé à Yaoundé, ce n'est pas un phénomène nouveau. Le mbolé, c'est une danse que nous faisons ici, nous pratiquons depuis toujours. Et eux, ils ont pris ça, ils ont créé un nom, ils ont ajouté des petites choses, des petites modifications. Bien. Mais ici, chez nous, le mbolé a toujours existé. Il a toujours existé d'une manière, euh, joue les rythmes, beaucoup de rythmes, beaucoup de chants. Et on est comme ils ont les moyens de faire plus de bruit. C'est comme ça que peut-être le réussissent mieux. Mais le volet a toujours existé. Ici, là, c'est la danse, le mbaya. Le mbaya, le bolobo, le mbaya, le beshibois, il y a le belé. On sait, à Belé à Douala, quand on accompagne les mariés, accompagne les cérémonies. Ce sont les danses rituelles de notre culture. Pas seulement Batanga. Hein. Moi, j'ai trouvé à Bénin en Côte d'Ivoire, le Bénin en Guinée, partout là-bas. Au Sénégal, ce sont les griots qui tapent leur machin, qui racontent les louanges de la personne qui est concernée. D'accord. Alors, certainement, vous allez nous édifier sur l'importance ou alors les vertus de l'eau de mer. Est-ce que l'eau de mer, c'est juste une eau qui est naturelle ou alors c'est une eau qui peut nous aider dans notre développement spirituel? Non, l'eau de mer est un médicament. Hein. Vous connaissez la science de la thalassothérapie. C'est soigné par l'eau de mer. L'eau de mer, quand vous avez la conjonctivite, vous lavez les yeux dans l'eau de mer, ça guérit. Quand vous avez le palu, vous lavez, vous buvez quelques gouttes. L'eau de mer a beaucoup de vertus. En Europe, on créé des centres de thalassothérapie pour se soigner avec l'eau de mer. Donc, l'eau de mer, moi, je conseille souvent aux gens de venir marcher le long de la plage, marcher patauger sur l'eau de mer. Ça soigne les rhumatismes, ça soigne les gouttes. L'eau de mer, elle est vivante. Il y a la vie dans l'eau de mer. Il ne faut pas la garder trop longtemps pour la consommer. Il faut la prendre un peu, un peu. Quand elle a déjà pris plusieurs jours, plusieurs semaines, les planctons, la vie qui est dans l'eau de mer, c'est comme les bactéries. Ils sont bons. Ces bactéries-là meurent. Alors, elles peuvent être nocives. Comme si vous voulez, vous prenez l'eau de mer, vous faites des ablutions avec ça. Nous, les baptêmes, ils font ça. Quand les enfants ont la constipation, on les purge avec l'eau de mer. Nous-mêmes, les grandes personnes, on se purge avec l'eau de mer. L'eau de mer, c'est un médicament complet. Et que la vie a commencé dans la mer, hein, la vie qui existe sur Terre. Qu'on ne vous raconte pas les histoires bibliques qu'on dit qu'il y a eu Adam et Ève et tout ça, non. La vie a commencé par les, euh, les bactéries qui sont dans l'eau, qui ont évolué, évolution, après c'est devenu des, des microbes, après c'est devenu des espèces de trucs vivants, et après c'est devenu les animaux, l'humain est sorti de là, et puis ça a évolué.
Est-ce que tout le monde, un touriste lambda, peut comment je peux dire, peut s'en procurer, puiser naturellement sans toutefois faire certaines incantations, ou alors ce sont les initiés qui ont le droit de puiser et remettre Non, le touriste? l'eau de mer, vous pouvez la prendre, aller faire des ablutions avec ça, mais il ne faut pas croire que vous allez faire les rites kabbalistiques avec l'eau de mer. Hein. Il y a des gens qui savent comment faire les choses. Il ne faut pas aller, comme certains viennent puiser les seaux d'eau chez les médicaux, ils vont aller faire des traitements indigènes à Yaoundé ou je ne sais pas où. Je vous dis souvent, vous n'allez pas croire que si on vous a dit que c'est comme ça que ça se passe, sinon. L'eau de mer a des vertus thérapeutiques, a des vertus qui permettent de, de soigner, de maintenir l'homme dans un équilibre. Imaginez-vous que si vous avez, quand vous êtes pas bien fatigué, vous avez une voiture, vous allez plonger dans l'eau de mer, vous prenez un bon bain d'eau de mer, quand vous sortez de là, vous êtes revigoré. Comme ça. Alors, vous sortir, Sa Majesté, vous allez adresser, vous allez juste regarder la caméra devant vous, vous allez adresser un message à cette jeunesse qui, jusqu'ici, cette jeunesse africaine, il faut le dire, jusqu'ici, peine à faire un retour sincère aux sources. Ben, la jeunesse, sans dramatiser les choses, la jeunesse devait s'inspirer d'abord de ce qui a été, ce qui a toujours été. Je suivais un jour quelqu'un qui disait il y avait quoi. Hein. C'est une phrase qui est tellement bête à prononcer parce que il y a toujours eu quelque chose. Et ce qu'il y a eu a été toujours ou bien ou moins bien. Mais qu'on sache que ce qui avait été quelque chose qui a permis à ce qui existe actuellement d'exister. Alors, la jeunesse, inspirez-vous du passé, inspirez-vous de la tradition, inspirez-vous de ceux qui pratiquent le passé et vous allez comprendre que le passé est toujours présent et sera toujours futur. Moi qui vous remercie.